Elle fait 1 million de victimes chaque jour dans le monde. Elle, c'est la cybercriminalité. C'est un chiffre éloquent et pourtant on a l'impression qu'elle est encore assez peu connue. On estime ses coûts à plus de 350 milliards de francs. Individus, entreprises, États, tous sont concernés, tous sont des cibles potentielles. Pour y faire face, une action concertée est nécessaire et c'est bien l'objectif du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité qui sera inauguré officiellement ce mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours à La Haye, sous l'égide d'Europol. Tout cela sera-t-il efficace? On en parle avec vous, Solange Guernaouty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à HEC, à l'Université de Lausanne. Vous êtes spécialiste de cybercriminalité. On peut rappeler votre ouvrage en 2009, paru dans la collection Le Savoir Suisse, Cybercriminalité, ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors, on va essayer de décrypter tout ça un peu avec vous. D'abord, l'ouverture, l'inauguration après-demain, mercredi à La Haye, de ce centre sous l'égide d'Europol. Ça veut dire qu'on a pris la mesure des défis que pose la cybercriminalité. C'est vraiment un tournant, là? Alors, effectivement, il faut noter que l'Europe est pionnière dans ce domaine, puisque déjà en 2001, il y a eu la Convention européenne de lutte contre la cybercriminalité qui mettait en avant la nécessité de pouvoir collaborer 24 heures sur 24 d'une façon internationale et de mettre en place des équipes qui permettent de s'échanger les informations pour réagir vite en cas de problème. Et là, effectivement, c'est une première, bien avant Interpol, qui va ouvrir son même centre à Singapour en 2014. Il ne va pas y avoir doublon, là? Non, pas du tout, parce que je crois que le travail est sans fin et immense, et la tâche est immense. Tout à l'heure, vous évoquiez les chiffres importants, et c'est qu'une estimation qui est sans doute très en dessous de la réalité, puisqu'à peine 10% des cybercrimes sont reportés aux instances de justice et police. Oui, c'est une criminalité par essence qui est très virtuelle, donc peu palpable. Je dirais pas virtuelle, parce qu'elle est bien réelle. Il faut faire attention un petit peu avec ce mot qui peut donner quelques confusions. Les impacts sont réels. Ce qui paraît difficile à contrôler ou à identifier, c'est l'espionnage industriel, par exemple, le vol de données, puisque les données existent toujours, puisqu'on les copie uniquement. Et parfois, les entreprises ou les individus ont du mal à penser qu'ils ont été victimes de la cybercriminalité, ou ont parfois très peu de confiance dans les instances de justice et police pour faire réparation. La plupart du temps, on ne s'aperçoit pas qu'on a été piraté? Ça peut être le cas, oui. Oui, donc c'est ça le plus grave, finalement, on ne sait pas qu'on a été volé. C'est dans ce sens-là que c'est virtuel. Voilà. Pardonnez-moi de réutiliser ce terme. Mais... Oui, effectivement. C'est dans ce sens-là où ça peut poser problème dans l'identification du délit et surtout dans un temps suffisamment rapide pour pouvoir réagir encore plus rapidement. Alors ce centre Europol, après-demain, puis vous l'avez dit, Interpol va aussi ouvrir le sien. Qu'est-ce qu'on va y faire? Surveiller toute la toile? C'est pas possible, a priori. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas des instances de surveillance ni de censure, hein. Tout au contraire, c'est des instances où on permettra de mettre en place des outils d'informatique forensique pour collecter des traces, les analyser et pouvoir remonter jusqu'à l'identification des malfaisants. Oui, mais comment est-ce qu'on les identifie? On lance à notre tour des hameçons pour qu'ils prennent? Non, c'est pas dans cet aspect de prévention, puisque la police a un rôle vraiment de réaction. C'est une fois l'infraction constatée, mettre en place les moyens qui permettent de collecter les données un peu partout dans le monde, y compris dans les serveurs où on n'a pas normalement accès quand on n'est qu'une entité nationale. Mais comme entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Nous, c'est rapporter à la police, et la police qui va mettre en place les procédures et appel à Interpol ou Europol si nécessaire. Et si on ne voit pas venir le coup, comme on le disait, la plupart ou certains coups ne sont pas démasqués? Ça veut dire qu'effectivement, en parallèle, il faut, pour que la police soit efficace, il faut mettre en place dans les entreprises des moyens d'identification des délits ou de surveillance, effectivement, des incidents et de réaction. Avoir des procédures de réaction en cas de délits constatés. Pour les constater, eh bien, faut avoir une sécurité informatique opérationnelle. Et les dirigeants de l'entreprise et partant aussi les politiques vous semblent être assez en avance sur ce sujet-là, ou est-ce qu'ils sont encore naïfs? Non, de plus en plus d'entreprises et de dirigeants on prend conscience de ce problème, de cette valeur d'information et de cette information qui peut être volée, détériorée, mise à mal, exploitée à mauvais escient. Donc il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, et pas uniquement en Suisse, mais de par le monde. Ça va prendre encore du temps de sensibiliser toutes les structures, mais surtout c'est après dégager les moyens, les ressources pour que les entreprises, y compris les plus petites, qui sont les plus vulnérables, puissent réagir. Et les PME sont concernées aussi? Absolument, tout le monde. Donc chaque PME devrait avoir un garde cybercriminalité. Ça devrait se passer comment dans l'idéal? Dans l'idéal, je dirais que c'est que les fournisseurs de solutions informatiques fournissent des produits moins vulnérables, puisqu'on sait que les criminels vont exploiter les vulnérabilités intrinsèques à l'informatique et aux télécommunications pour être efficaces. Donc déjà, avoir une infrastructure bien robuste, plus résiliente, ça c'est du devoir des
des fournisseurs de solutions. C'est un accompagnement aussi par les fournisseurs de mise en place de mesures opérationnelles de sécurité efficaces et aussi l'adoption d'une hygiène informatique et de comportements qui ne mettent pas l'infrastructure informatique de l'entreprise à risque. Donc c'est tout un tas de petites mesures opérationnelles qui doivent être vécues au quotidien et alimentées au quotidien pour être moins en situation de danger. Des solutions informatiques, mais j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on entend parler de ces pare-feux, de ces solutions qui protègent des pirates. Ils ont toujours une longueur d'avance, non, les pirates? C'est-à-dire que les pare-feux, comme vous l'avez noté, effectivement, ont fini leur temps de vie. C'est pas pour autant qu'il faut pas en mettre, mais je veux dire, c'est que des mesures techniques qui vont répondre à un problème humain, opérationnel et procédural. Donc ça a des limites. C'est un ensemble de mesures complémentaires et la sécurité, par nature, doit être interdisciplinaire et avoir des mesures procédurales importantes. Ce qui va faire la robustesse de la sécurité informatique technique, c'est le management de cette sécurité, la gestion de cette sécurité. Y compris l'anticipation des divers comportements humains qui vont aller pirater une entreprise, un site, etc. Ça, est-ce qu'on peut le prévoir, ça? Oui, bien sûr. C'est modélisable, c'est prévisible et c'est aussi prévoir aussi le risque humain d'origine interne en mettant en place peut-être des conditions de travail optimales pour les employés. Et on voit que ça va être de plus en plus difficile aux employés d'être loyaux à l'entreprise quand celle-ci se comporte mal envers eux. Donc on peut s'attendre à une augmentation des risques du fait qu'il y a un malaise au travail, des gens qui sont licenciés du jour au lendemain d'une façon vraiment pas très éthique. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu désinformatiser le monde de l'entreprise? Parce que finalement, tout passe par le canal informatique. Le risque d'être piraté n'est dû qu'à l'ordinateur. Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qu'il faudrait remettre, comme au bon vieux temps, ou pas, sur papier ou ailleurs? Mais il y a plein d'entreprises, effectivement, qui mettent en place des solutions autres que technologiques pour se protéger. La meilleure façon de ne pas subir une cyberattaque de l'extérieur, c'est de ne pas être connecté au réseau. Oui. Donc on a aussi ce retour aux fondamentaux, aux valeurs humaines et à l'humanisation de cette informatique. Donc certaines entreprises se désinformatisent en quelque sorte? S'informatisent autrement en tous les cas. Oui. Alors l'informatisation autrement, on pourrait penser à ce qu'on appelle le nuage, le cloud computing. Non, je crois que c'est encore pire, puisque là les risques on les externalise, on les maîtrise plus du tout. Donc le cloud c'est pire, hein, c'est ce que vous dites. Je pense. Ouais. Pourtant c'est une solution qui est prônée par oui, c'est une solution marketing, bien sûr. Ouais. C'est une solution qui fait vivre certains acteurs au détriment de d'autres. Mais je pense que la maîtrise de la sécurité doit rester en interne de l'entreprise et ne doit pas être externalisée avec des partenaires dont on ne peut pas vraiment vérifier la confiance dans laquelle on peut avoir dans leur sécurité. Est-ce qu'on sait d'où viennent les attaques majoritairement? Elles viennent oui, on peut en avoir une estimation. Elles viennent du monde de la criminalité organisée, puisque c'est vraiment les nouveaux territoires qui sont explorés pour la profitabilité de ces instances criminelles. Ça vient aussi des attaques peut-être d'origine étatique pour tout ce qui est espionnage, surveillance, et c'est de la guerre économique. On est dans un contexte de concurrence extrême à l'échelle mondiale, et tous les coups sont permis, y compris ceux qui peuvent se dérouler dans le cyberespace. On parle de la Chine comme étant un de ces acteurs étatiques. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'en est un parmi d'autres. Mais je crois que c'est bien d'avoir un ennemi commun et de pouvoir le montrer du doigt. Ça, c'est assez facile. Les Chinois sont des cibles idéales. Je ne dis pas qu'ils sont neutres dans l'histoire, mais beaucoup de cyberattaques qui sont identifiées, qui pourraient passer par la Chine, ne sont que des relais en Chine et ont une origine extérieure à la Chine. Expliquez-nous ce cheminement, là, Solange Guernauty. Alors, d'où ça part? Ça peut partir au hasard, disons comme ça. Imaginons des États-Unis, d'Israël, de Russie, voire de France, d'Allemagne. Donc, dans certains cas, il faut vraiment être très prudent. Et c'est un des gros problèmes de la cyberguerre, c'est de pouvoir attribuer l'origine d'une attaque. On ne peut être sûr de rien, puisqu'on peut passer par des multiples relais, de multiples intermédiaires. C'est comme pour les mules dans le trafic de drogue. Bien, la mule, c'est qu'un intermédiaire. Effectivement, il y a un rôle à jouer dans le processus, qu'il faut absolument combattre, mais l'origine n'est pas dans la mule. Et vous le dites, certains États sont clairement cybercriminels? Non, je ne dis pas que les États sont cybercriminels, mais ils vont utiliser des armes identiques à ceux qu'utilisent les cybercriminels pour être efficaces dans leur recherche de performance étatique.